Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus d'Open Startup. Ici, vous retrouverez les questions du public qui ont été posées à la fin de notre échange avec Manon Lousteau de Libu et Pierre Husson de Rematch lors d'un enregistrement en live. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode principal avec toute la conversation préalable. Sur ce, je vous laisse avec les différentes questions. Bonjour, merci beaucoup. Alors moi j'ai une première question du coup pour Manon. Tu parlais des victoires à célébrer. Enfin là je suis dans le cas où c'est vachement dur. Par exemple tu fais vachement pour les réseaux, pour la newsletter, etc. Donc c'est trop cool, tu montres ce qui réussit et ce qui fonctionne pas. Mais personnellement ça me fait ni chaud ni froid, je suis déjà sur la tâche suivante. Comment t'as des tips, des trucs pour passer de toi il y a peut-être 4 ans dans le précédent podcast à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en œuvre aujourd'hui, des tips? Alors, je pense que le premier truc, c'est que moi déjà, j'ai la chance de pas entreprendre seule. Je sais pas si c'est ton cas, mais du coup, je m'appuie vachement sur les gens autour de moi. Typiquement, je sais que avec mon associé, dès qu'on a l'opportunité de dire: «Attends, là, il y a un truc, tu vu ce que t'as fait, t'as vu ce qui s'est passé, c'est quand même super positif», on le dit et le fait de le formaliser, c'est déjà quelque chose donc que tu sois seul ou pas, je pense que le formaliser, c'est déjà une première étape et peut-être avoir des gens dans ton entourage qui vont t'aider à formaliser ce genre de choses. À un moment, nous, de notre aventure, le projet, il a pris une dimension où nos proches, ils arrivaient plus vraiment à suivre ce qui se passait, quoi. On avait levé 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 4 maisons. Moi, je viens d'une famille où les gens sont plutôt dans un milieu ouvrier. Tout le monde m'a regardé avec des gros yeux. J'étais là, le million, il est pas sur mon compte, hein. Mais les gens comprennent plus forcément et ont du mal à suivre en fait ce qui se passe et ça prend des proportions. Tu as des salariés et cetera. Eux, ils ont toujours été salariés dans leur vie, ils savent pas ce que c'est et du coup, tu déconnectes un peu des gens autour de toi et tu as plus grand monde pour te ramener à cette réalité de tu vis des victoires quand même dans ton quotidien. Donc dans ce cas-là, moi je suis allée chercher des gens en externe, des gens soit qui avaient déjà vécu ça, soit qui avaient des expériences de ce type, managériales, de gestion d'entreprise et cetera et qui pouvaient du coup me pointer du doigt quand ça va pas, mais aussi me pointer du doigt quand ça va et ce qu'il y a à souligner de positif, ouais. Mais Pierre, il est pas mal aussi pour célébrer. Je crois qu'il peut donner quelques tips, non? Non, loin de moi de l'idée de te mettre une étiquette, hein, mais Oui, non, mais t'inquiète. Ça nous va bien, c'est la 3e mi-temps. c'est Ça ça. marche très bien. Et c'est marrant ce que tu dis sur le côté millionnaire. Moi, j'ai un pote, pareil, qui est très déconnecté de cet écosystème, startup, etc. Il m'appelle le millionnaire. Ça, alors que bon, pas du tout, quoi. Voilà. Une autre question parmi le public? Ouais. Bonjour à tous les deux. Alors j'ai encore une question peut-être plus tournée vers Manon, désolé. Tu as parlé d'éduquer son marché. Moi, on me répète souvent que c'est quand même vachement tendancieux de le faire quand on commence son projet, ou pour ne pas dire casse-gueule. Comment est-ce que tu as fait pour justement l'éduquer? Et si tu avais des conseils à donner, qu'est-ce que tu nous dirais? Merci. Merci pour ta question. Déjà, je confirme, c'est super casse-gueule d'éduquer son marché et de partir sur un marché qui est pas mature. Ceci dit, il faut bien quelqu'un pour commencer. Donc, il faut quelqu'un qui ose ouvrir cette première porte. Le risque que tu prends, c'est que ce soit pas toi qui en porte les fruits. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas passer du temps, mettre de l'argent à éduquer un marché et peut-être qu'en fait, à la fin, tu auras plus de cash et quelqu'un va reprendre le sujet ou c'est un sujet qui va tout d'un coup évoluer sur le marché. Il y a d'autres acteurs qui vont s'en saisir et qui auront des moyens beaucoup plus importants que les tiens pour le développer. C'est un risque que tu prends. Est-ce que ça veut dire que ce risque, il doit pas être pris? Ça dépend de ton projet, de ta perspective à toi. Je sais que nous, au démarrage du projet, il y a quand même eu beaucoup de levées de boucliers de ce type sur est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? On a eu la chance là-dedans de trouver des gens qui nous ont quand même soutenus. Je pense que c'est ça la clé, c'est de trouver les premiers acteurs qui vont être à tes côtés à ce moment-là. Ça peut être des acteurs industriels, ça peut être des structures d'accompagnement, ça peut être des entreprises partenaires. Nous, au démarrage, on a pris notre téléphone, un carnet d'adresses un peu petit avec quelques boîtes. On a décroché notre téléphone et on a essayé de se faire signer des lettres d'intention. Est-ce que le sujet vous intéresse? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager hypothétiquement à passer commande chez nous si on développe quelque chose pour qu'on puisse aller chercher des financements? Voilà. Donc l'éducation d'un marché, c'est quelque chose qui est très lent et je pense que si tu te lances sur un marché de ce type, le plus important, ça va pas être le risque que tu prends ou les moyens que ça va nécessiter, mais c'est est-ce que toi, tu es prêt à t'engager sur la durée et sur quelque chose qui va peut-être mettre des années à se développer?
Moi, ça va être pour toi, Pierre. Mais avant ça, merci pour cet échange. La question que je voulais te poser était au niveau de l'association du début. Tu l'as dit quand tu as entrepris, tu étais tout jeune, sorti d'études. Ouais. Comment t'es allé chercher, tu l'as dit, ton troisième associé qui avait un profil beaucoup plus senior. Qu'est-ce que tu lui apportes au début et comment tu trouves ton rôle dans cette association juste après? Merci. Trop cool. Merci pour ta question et enchanté. C'est en fait Franck, c'est un cousin éloigné à moi. Et en fait, il a fait toute sa carrière professionnelle à Paris. Et je l'avais rencontré, genre à une réunion familiale en 2016, un truc comme ça, et je lui avais parlé de cette idée de faire ça s'appelait à l'époque Sunday League Movie, je voulais créer, c'est pas Rematch. Et je le revois 6 mois après, donc il repassait à Bordeaux, et il me dit, bon alors t'en es où et tout, je lui fais, mais non, tu connais les études, j'ai pas le temps, alors que bon, j'avais le temps bien sûr, mais je m'étais trouvé des excuses. Et il m'a dit, vas-y, si je te propose, c'est je te coach tous les lundis, j'étais en stage de fin d'études à ce moment-là, tu viens manger à la maison et on voit ce qu'il est possible de faire. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire autour de la vidéo et du sport amateur. Et donc, petit à petit, en fait, on s'est dit, bon, on va s'associer. Et le troisième larron, donc François, c'est un pote du lycée, lui, c'est en soirée, où je commençais à en parler de plus en plus, en fait. Enfin, ça va me coller à la peau finalement, mais. Et je commençais à en parler de plus en plus parce qu'en s'associant avec des gens, du coup, plus naturellement tu vas parler du projet parce qu'il se passe des choses au quotidien que tu partages plus. Et donc là, en m'entendant parler de ça, il m'a dit, écoute, moi je suis en stage de fin d'études aussi, en ingénieur informatique, et j'aimerais bien m'associer, vous rencontrer, en savoir un peu plus sur le projet. Et donc on s'est tapé dans la main en juillet 2017, après s'être rencontrés une fois tous les trois, en ayant bien réfléchi, et en s'étant dit, vas-y, hein, on y va. Et je rebondis juste sur un truc que tu as dit un peu plus tôt aussi dans la conversation, c'est commencer aussi à bâtir une communauté, même quand on n'a pas encore de business model ou autre. Enfin, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on peut partager. Ça reste une sorte d'asset hyper intéressant à valoriser, même si on fait pas de chiffres, etc. On peut montrer une forme de traction grâce à la communauté. C'est vrai que nous, on n'a pas fait de chiffre d'affaires avant pas mal de temps. Enfin, de chiffre d'affaires significatif, toi, c'est trop cool. T'as pu commencer en faisant du chiffre d'affaires direct. Nous, c'était pas évident de convaincre des sponsors ou des clubs de payer avec une si faible communauté. Mais en tout cas, n'hésite pas, si on peut en discuter aussi tout à l'heure, mais sur le fait de rencontrer les bonnes personnes, j'ai l'impression que c'est un dénominateur commun, à pas mal d'entreprises. La complémentarité entre associés et déjà des gens qui sont à plusieurs. Bien sûr, il y en a plein d'entrepreneurs à succès qui sont forgés tout seuls, mais de rencontrer la bonne personne au bon moment, souvent, ça peut bien aider, je pense. Une question pour Pierre. Bonjour. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais été vachement challengé, que les premiers utilisateurs disaient que ton app elle était totalement pourrie, que certaines structures croyaient pas en ton projet aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à l'heure actuelle? Franchement, ils avaient raison. Ils avaient raison parce que ils auraient peut-être pu mettre plus les formes. Mais la réalité, c'est que c'était vrai. Mes premiers pitchs, ils étaient un peu bancals. L'appli, là, c'est pour le coup, c'est concret, elle buguait. On arrivait, on parlait à des fédérations et au lieu de leur parler de leurs bénéfices à elles, on était là à se présenter nous, notre ambition, etc. Donc franchement, j'ai pas de sentiment de revanche parce que je me mets à leur place, c'est pas facile. On est toujours dans la loi de l'offre et de la demande où eux, ils sont très peu nombreux et il y a tout le monde qui veut travailler avec eux. Tout le monde veut être partenaire de la FFF. Maintenant, je suis devenu très proche d'eux, c'est devenu quasiment des amis pour la plupart. Et en fait, ils te disent, mais on reçoit des emails de prospection mais tous les jours. Et donc, je comprends que les process soient très restrictifs, très sélectifs. Mais par contre, ils pourraient mettre un petit peu plus la forme. Je citerai personne. Mais ça peut, sur certains tempéraments peut-être qu'un peu plus sensibles, ça peut te démoraliser. Moi, j'ai entendu des trucs, franchement. Là, j'aurais pas été avec mes associés ou j'aurais pas eu la tête dure. Tu rentres chez toi, tu te dis, est-ce que je continue? Franchement, on en est parfois à des gens qui te disent des trucs et c'est en plus des gens même parfois qui ont rien à voir avec toi, des gens que tu rencontres à un after work, à une soirée de taf et tout. Ils vont te dire, ah, t'es sûr, ton truc là, ça va être long, B2C. Ils vont être blessants sans le savoir en fait. Ouais, même s'ils auraient dû savoir que ça va être blessant. C'est un peu facile de se dire sans le savoir, mais ouais. Non, mais par contre, ce que tu dis est très intéressant. Il faut dire aussi arriver, et c'est pas facile à faire, à dissocier Pierre de Rematch et Manon de Libu de Pierre Husson et Manon Lousteau. Je sais pas si vous voulez réagir aussi là-dessus, mais c'est un peu le jeu de rôle. C'est dur, ce que tu dis, le jeu de rôle, c'est dur de trouver aussi sa place et porter un peu le costume de l'entrepreneur et le mettre au fait clairement. Mais d'où l'importance, je pense, d'avoir des petites activités, des choses qui nous permettent de couper à côté, parce que la charge mentale, elle est présente. Et c'est vrai qu'en fonction de son interlocuteur,
bon, on va soit une cape, soit un costume, mais on va avoir une posture différente. Moi, avec mes amis, je suis complètement différent, et même on va pas être pareil avec sa bande de potes ou au repas de Noël, par exemple. On fait tous un peu ça même dans la vie, sauf que ça s'applique à plus de gens, on est amené à côtoyer plus de gens différents. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Carrément. Il y a encore 2 questions. Manon, tu voulais faire un petit retour ou ok, on passe aux questions d'après. Vas-y, je t'en prie. Alors, je reviendrai sur tout ce qui constitue aujourd'hui votre business model, si vous pourriez nous en parler, peut-être en cocktail ou en collation tout à l'heure. Mais quand vous avez commencé par recruter, comment s'est opéré donc le management? Est-ce que vous l'avez confié à quelqu'un, le management de vos équipes par exemple, ou c'est vous-même qui vous en êtes occupé? Comment est-ce que cela s'est déroulé? Parce que je comprends, je pense que c'est vraiment une galère également pour les entrepreneurs et je le vis aujourd'hui, raison pour laquelle je pose cette question aussi. C'est vrai que le recrutement, c'est l'un des éléments les plus importants et les plus difficiles, surtout quand on est jeune entrepreneur. Donc la phase de recrutement, on en a déjà pas mal parlé, mais là il faut pas mal, pas revenir dessus forcément, mais sur la partie management. Moi, j'ai fait beaucoup confiance à Franck, mon associé, parce que se retrouver à gérer des gens qui ont 2 ans de moins que toi, forcément, c'est pas facile. Et moi, j'ai tendance à être assez proche facilement des gens. Et là où mon associé Franck, lui, en gros, il faisait bad cop, je faisais good cop au début. Et il me disait, bon, attends, faut pas tout le temps être sympa avec eux, faut pas que tu sois pote. Moi, j'arrivais, je faisais des checks premier jour, tu vois. Et ça a des effets positifs, mais il y a des effets négatifs quand ça se passe mal. C'est-à-dire, quand tout se passe bien, ben nickel, tu vois, trop bien, c'est une bande de potes. Mais quand ça se passe mal et que d'un coup, tu passes d'un grand sourire à là, tu dois vraiment dire les choses, là, ça devient compliqué. Donc si tu as quelqu'un à qui parler, n'hésite pas à demander conseil. Et sinon, il y a encore une fois tous les gens qui gravitent autour de nous. Il y en a plein qui ont plein de conseils par rapport à ça, quoi. Ouais, se faire accompagner, ça reste. On l'a dit plusieurs fois. C'est vrai que sortir de l'isolement de l'entrepreneur et se faire accompagner. On a encore une question ici. Ah, Manon, pardon, excuse-moi, si tu voulais réagir, vas-y. Non, peut-être pour réagir sur ton sujet du management. Moi, au contraire, je me suis pas appuyée sur des gens externes pour le management parce que j'avais pas forcément cette capacité à le faire. Et dans mes équipes, j'avais personne pour non plus parce que j'avais pas d'associés plus seniors, etc. Et au contraire, moi, j'ai managé des gens qui avaient 2 fois mon âge parce que j'ai recruté des profils seniors assez rapidement. Voilà. Et c'est pas évident de trouver sa place dans ce modèle de fonctionnement. Ceci dit, t'es rapidement confronté, comme on le disait, à quand faut dire les choses, quand ça va mal, faut dire les choses. Donc, tu prends ton petit bâton de pèlerin et puis t'y vas, quoi. Et ça remet un petit peu tout le monde à sa place rapidement. Donc, je pense que c'est pas impossible déjà, faut le signaler. C'est des choses qu'on peut faire. Qu'on ait 25, 35 ou 55 ans, c'est pas vraiment le sujet, à mon sens. Et puis, je pense que l'autre point qu'on n'a pas abordé en management et qui est, à mon sens, très, très important quand on mène un projet de start-up spécifiquement, c'est que on est tous dans un bateau qui prend l'eau, hein, globalement. La seule façon qu'on a de s'en sortir, c'est d'écoper. Donc, celui qui écope pas ou qui rame pas, il va sortir, quoi. Et il faut faire passer ce message que les gens aient conscience de la situation dans laquelle ils sont et du type de boîte, parce que la startup, c'est un peu un truc qui fait rêver. On se dit, c'est du management transversal, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il y a un baby-foot. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont ces préjugés sur la startup. Ça reste une entreprise, et une entreprise, c'est quand même quelque chose qui tourne avec de l'argent, quoi. Donc, que ce soit du chiffre d'affaires qui rentre ou des levées de fonds, il faut quand même à un moment que ce truc-là, il soit justifié, hein. Même des levées de fonds, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est justifié, comme le disait Pierre, parce qu'on a passé un cap. Donc, il faut bien transmettre ce message aux équipes, à mon sens, et garder, être toujours la personne inspirante qui va porter le message, qui va dire, allez les gars, on y va. Là, on sort les armes et on va au combat, quoi. Et transférer un esprit de responsabilité, finalement, de tout le monde, de toutes les équipes. Alors déjà, merci pour vos retours d'expérience ce soir. Enfin, perso, je trouve ça ultra inspirant. Et ma question, du coup, elle est pour Pierre. Moi, mon projet, c'est de développer une appli. Donc, en fait, ce que tu dis, je m'y retrouve vachement. Et j'aimerais savoir, pour toi qui dis que ça a été une vraie galère au début, il y avait plein de bugs, je sais que la tentation, elle est forte d'essayer de toujours améliorer l'appli avant de la sortir. Et en fait, dans une quête de perfection qui n'arrive jamais. Et donc, à quel moment tu as su que vraiment
là, il était temps de la sortir, même si c'était pas parfait, parce que après, justement, t'allais pouvoir l'améliorer avec les retours. Bah, déjà, merci beaucoup pour tes retours. Merci. J'adore cette question. Personnellement, j'adore. Elle est incroyable cette question. J'ai une pression Va là. falloir que t'écoutes Open Startup parce que c'est un des sujets que j'adore en effet évoquer avec plein d'entrepreneurs. C'est où on met le curseur entre le truc parfait qui n'existe pas en produit surtout. Donc vas-y, Clairement. j'ai hâte d'entendre ton retour. Ouais, c'est hyper intéressant là, comme question. En gros, c'est quand est-ce qu'on se dit allez, let's go, on la met sur les stores pour imager le truc en mode public. Et il n'y a pas eu de réel moment. En fait, on s'était un peu fixé une date. Il y a plein d'éléments à passer avant de commencer à y réfléchir déjà. Parce qu'avant, j'imagine, t'oses même pas te poser la question. Nous, je sais qu'au début, comme je te disais, ça marchait pas. Et en fait, j'ai envie de dire, et c'est ce que tu dis souvent, Guillaume, il faut arrêter de vouloir avoir l'appli parfaite ou le produit parfait pour aller sur le marché. Parce que le marché, en fait, c'est lui qui va créer ton produit finalement. Même si c'est toi ou tes développeurs ou ton associé qui va écrire les lignes de code, les demandes et les fonctionnalités, elles vont venir du marché. Donc j'ai envie de dire vraiment le plus tôt possible. Et si on peut l'utiliser gratuitement, les gens, ils sont gentils en vrai. Quand ils vont l'utiliser, quand c'est payant, c'est différent. Ils sont plus exigeants, mais tu vas avoir des mails de gens qui vont te dire « Oh !» et ça va te choquer. Ils vont t'envoyer des pavés. « J'ai adoré votre application, mais… » Et là, ils vont avoir plein d'idées. Et ils vont envoyer plein d'idées. Et moi, je te conseille d'anticiper ça et de créer, nous, c'est ce qu'on a fait, des questionnaires très simples. Hein. Google Form, ça m'a… Ah, c'est ce que t'as fait, ouais. Ben, trop bien. Et mais vraiment, j'ai envie de dire, sors le plus vite possible dès que ça marche, en fait. Et avant de le lancer, identifie des fonctionnalités clés dont tu peux prouver qu'elles ont vraiment une valeur ajoutée sur le problème ou que tu veux résoudre, par exemple. Nous, on voulait prouver qu'avec une personne au bord du terrain, et on peut avoir un résumé d'un match qui va être partagé par le club et un média. Tout le reste, c'était moche, ça marchait pas très bien, mais ça marchait. Et ça nous a permis en fait d'avoir ce prototype qui avait ces fonctionnalités-là, de faire le bêta test avec, de faire cette preuve de concept sur ces 3 fonctionnalités principales, et après de réussir à convaincre des investisseurs, voire même d'avoir des subventions. Donc voilà, le plus tôt possible, mais bon, pas non plus quand ça bug. Carrément, trop bonne question. En tout cas, je suis ravi que tu l'aies posée. Mais la réponse était nulle. Non, mais ta réponse est parfaite aussi, Pierre. Merci. Non, mais tous ces concepts là de first use case, en faire répondre à c'est dur ça. Hein. Le seul problème et pas de faire les problèmes, c'est très très dur, mais c'est essentiel. Bonsoir. J'ai une petite question pour vous deux. Quand on dit entrepreneur, c'est vrai qu'on a toujours une vision où on se dit trop bien, on va être autonome, on va pouvoir faire plein de choses. Est-ce que quelle vision vous avez eue, vous, au tout début, quand vous avez commencé? Est-ce que vous êtes dit trop bien, je vais me lancer dans un projet et je suis sûre que ça va me plaire à 100%? Ou est-ce qu'à un moment, vous avez dit waouh, je vais faire retour arrière, je vais prendre un CDI, je panique, il y a des choses que je ne sais pas faire. Comment ça s'est passé concrètement, vos plus grosses peurs que vous avez eues pendant votre parcours? Alors, pour répondre à ta question, qui est, je pense, une question assez complexe finalement, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, déjà, je pense que tu n'as aucune idée dans quoi tu mets les pieds. En tout cas, c'était mon cas. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens autour de moi pour m'avertir, me donner de l'information. On était accompagnés, on était vraiment bien accompagnés par plein de personnes. Donc, on avait en fait une sorte de pré-filtre qui avait été fait quand même, qui validait qu'à peu près on avait la bonne motivation pour cette typologie de vie. Mais pour autant, j'avais aucune idée de ce dans quoi je mettais les pieds. Si je regarde maintenant ma vision que j'avais de l'entrepreneuriat à l'époque, elle était complètement fausse et erronée. Ouais. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup de difficultés, on l'a beaucoup souligné, beaucoup d'épreuves que tu passes, beaucoup de challenges qu'il faut relever, beaucoup de succès aussi qu'il faut accepter. Mais au démarrage, tu considères le truc avec un truc un peu naïf, de dire bah ouais c'est super, t'es ton propre patron, t'as pas de manager, toi tes potes ils ont des CDI, ils ont des listes de courses à faire tous les matins sur leur bureau quand ils arrivent, toi t'arrives, ta todo elle est vierge et c'est toi qui la remplis. En fait rapidement tu te rends compte que les contraintes elles sont plus importantes que la liberté que tu gagnes. Au démarrage, quand t'es seul, t'as quand même beaucoup de liberté. Tu décides de pas te pointer au bureau, tu te pointes pas au bureau, tu vois.
Précise que tu le dis presque avec un sourire. Hein. Ouais. C'est presque. Mais oui, tu non, deviens, mais tu deviens un peu maso avec le temps après. Tu commences à apprécier ce genre de choses. Mais effectivement, au début, tu te pointes pas au bureau, c'est pas grave. Dans les faits, tu fais jamais ça. Parce que t'as beau avoir fait la fête la veille, tu sais que, en fait, il y a des trucs qui attendent, le projet va pas avancer, que ta survie économique en dépend. Donc t'y vas. Et puis après, arrive le moment où tu commences à connaître de la croissance. La boîte, elle dépend plus que de toi. Tu as des salariés, faut manager. Et comme le disait Pierre, t'es le premier arrivé au bureau et le dernier parti souvent. Parce qu'il faut monter l'exemple, parce que il faut pouvoir donner un cadre aux gens, parce que tu as besoin aussi de faire passer ta vision, de faire passer l'ambiance que tu as envie d'avoir dans ta boîte, de bien formaliser les missions qu'ils ont, etc., le cadre de travail. Donc en fait, les contraintes s'accumulent plus que la liberté que tu as en face. Pierre, il est en C'est train mon de avis. se dire, Voilà. je vais encore faire le good cop là maintenant après Manon. Mais Manon, C'est mon avis. Après, mais ceci dit, tu t'as- trouves un plaisir aussi là-dedans. Et tu tu as disais, je le dis totalement avec un raison. sourire, mais c'est vrai. Oui. Tu Mais- trouves un plaisir. Donc, Mais t'as raison en fait quand même de dire un peu cette réalité presque froide, tu vois, de l'entrepreneuriat avec toutes les responsabilités qu'il y a derrière, parce que parfois on a tendance un peu, encore une fois, à trop glorifier le côté entrepreneur lifestyle. Ouais. Donc là, tu nous as donné vraiment en C'était effet un peu brut, peut-être. Non, mais ce qui est utile. Mais après, peut-être que c'est pour ça que je veux aussi pondérer, peut-être en donnant la parole à Pierre. Tu l'as dit au travers de tout ça, il y a quand même aussi une forme de passion. C'est-à-dire que tu te lèves aussi le matin, c'est Voilà. quand même peut-être différent parce que tu fais les choses parce que ça a du sens pour toi. Enfin, Voilà, mais exactement. Et elle a raison. Tout ce qu'elle a dit, je partage. Donc là, je peux pas faire good cop en mode c'est pas vrai, elle dit des bêtises. C'est complètement vrai. Tout ça, c'est vrai. Et du coup, comment résoudre ça et comment faire face à ça? Il y a déjà, si vous avez la chance de pouvoir bosser dans un projet qui vous passionne, ça c'est ouf. Parce que oui, au début, on a de l'autonomie et on peut faire plein de choses, mais globalement, plein de choses, c'est travailler, quoi. Pendant 2 ans, moi, j'ai pas vu beaucoup de potes ou de famille, quoi. Donc voilà, la passion, c'est hyper important. Moi, j'arrive au bureau le matin, je me rends pas compte que je travaille. Et ça, c'est ouf, ça me le fait encore, même avec les responsabilités qui ont évolué. Je suis trop content. Moi, je vais à un rendez-vous avec la fédé de basket, je suis trop content. Enfin, il y a les photos de Tony Parker et tout. Enfin, bref. Et le deuxième élément, ça, c'est Franck qui me l'a appris, et ça m'a sauvé, c'est se faire du souci sur ce qu'on peut contrôler. Tu parlais des peurs. Moi, j'ai pas peur, en vrai, en toute humilité. C'est-à-dire que si je vais plutôt penser à comment je peux faire en sorte que ça peut aller mieux ou que ce problème, il va pas me tomber sur la tête, quoi. Et en fait, même auprès des équipes, il y en a qui peuvent avoir peur. On est une petite équipe et tout. Voilà, est-ce que tu peux le contrôler, ça? Non. Par contre, tu peux faire quoi pour potentiellement soit aller dans une autre direction, soit mieux se protéger si le problème se reproduit, etc. Donc voilà. La passion et essayer de prendre un peu de recul, finalement, c'est un peu ça ce que je dis, je pense. c'est très bien que tu l'aies rajouté. J'ai enregistré hier avec Léo Garneri de Afoodi et pareil, il a fait le parallèle avec le surf qui est aussi parfois très ingrat, etc. Mais ce que tu dis, et il disait hier, tu peux contrôler que ce que tu contrôlais et c'est un peu pareil dans l'océan. Enfin, c'est ça. Sinon, ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Exactement. Et sinon, il ferait c'est pas fait, du surf. c'est fait. C'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là et aller profiter de poursuivre les échanges de manière plus informelle. Merci encore infiniment Pierre, Manon. C'est toujours trop top d'échanger avec vous, avec ou sans le micro. Donc merci beaucoup à vous. Peut-être question rapide et réponse rapide pour finir. Si on réenregistre dans 4 ans, qui sait? Qu'est-ce qu'on vous souhaite dans 4 ans? Oh, incroyable. Que j'ai un peu progressé au foot. Non, je rigole. Voilà. Non, franchement, de continuer à prendre du plaisir, de me réveiller tous les matins au quotidien avec la banane, d'être en bonne santé, bien sûr. J'ai l'impression d'être grave un sportif de haut niveau, à qui tu demandes tu veux quoi la saison prochaine. Et ouais, que Rematch continue à bien grandir à taille humaine. J'espère le plus possible, on pourra garder notre ADN sympa. C'est souvent comme ça qu'on nous définit. C'est pas un adjectif que beaucoup d'investisseurs veulent entendre, mais j'y tiens à garder cet ADN sympa. Donc voilà. Trop bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Manon? Moi, je pense que ce que tu peux me souhaiter, c'est de tenir le même discours qu'aujourd'hui, à savoir de dire je pourrais toujours être fière de la personne que je suis devenue à ce moment-là. Peu importe ce qui se passe avec Libu et dans ma vie aussi, hein, parce que peut-être que ma vie ne sera plus chez Libu, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, c'est de dire ce parcours que j'aurai, il perdure et il continue de me mener vers
vers de nouveaux horizons où je suis fière de ce que je suis et ce que je fais au quotidien. Ben pareil, c'est tout ce que je te souhaite. Pierre, tu voulais rajouter un mot? Et Guillaume, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 4 ans? Ah non, mais c'est trop dur ça. Eh bien, c'est moi qui pose les questions. Je suis pas obligé de fournir les réponses, donc. Tu pourras couper au montage, personne s'en rendra compte. Non, c'est vrai. Non, mais je ne sais pas encore. Et puis, je pense qu'on a déjà fait un bon épisode. On va pas rouvrir une parenthèse trop personnelle. Merci encore une fois à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir. Et si, il faut que je fasse mon outro. Qui écoute des épisodes de podcast globalement, pas Open Startup, mais des épisodes habituellement. Ouais, donc vous savez, qu'est-ce qu'on dit aux gens à la fin d'un épisode de podcast? Merci, donnez de la force, abonnez-vous, pensez à mettre 5 étoiles, tout ça. C'est ça, non? Ouais, je sais pas. Exactement, c'est tout ça. Et en fait, c'est ça. Il faut dire merci. Il faut dire merci d'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'ici. Pour les personnes qui sont là, merci d'être venues, merci d'être resté, de pas être parti. Pour toutes les personnes qui sont restées au bout d'une heure, merci d'avoir écouté aussi. Et en effet, si l'échange a plu, en fait, il y a des actions toutes bêtes qui peuvent faire la différence. Comme mettre un 5 étoiles sur les stores, évidemment. Mettez un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez ça sous la main. Soutenir, c'est le meilleur moyen de continuer à faire des événements comme celui-ci, sortir du cadre podcast et réunir aussi les gens. Merci aussi à l'équipe Tracteur que je disais, sans eux il n'y a pas de podcast non plus qui peut exister. C'était Guillaume Comagnac, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et puis d'ici là, prenez soin de vous.